Retrouvez en cette matinée, nous sommes le 28 janvier 2023, il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme à l'accoutumée. Mina Abed est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noor, bonjour à tous. Comment ça va? Froidement. Froidement, oui. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors aujourd'hui, Mina en compagnie de notre ami Ahmed Grega Hassan, qu'on retrouve tous les samedis. Il va nous faire découvrir une autre personnalité qui a encore une fois marqué l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine de l'Algérie, l'histoire aussi de la révolution algérienne, puisque Abdelmajid Meziane, duquel il va parler aujourd'hui, Ahmed Grega Hassan, déjà nous a quittés en 2001, il a été penseur, il s'est beaucoup penché sur la pensée islamique et il a fait partie des rangs du FLN. Donc on reviendra avec un peu plus de détails sur le parcours de ce penseur. Ça te va? Très bien. Voilà, donc toujours dans l'histoire, nous allons ouvrir une autre page d'histoire en compagnie de notre ami aussi Hassan Arab qui sera parmi nous ce matin. Vous savez, aujourd'hui le 28 janvier, entre le 28 janvier et le 2 février, ça a été une période quand même assez importante dans la révolution algérienne. Ça t'évoque quelque chose, Mina? La grève. La grève, effectivement. Donc c'est la grève des 8 jours qui a d'ailleurs exporté la voix de la révolution algérienne dans toute la communauté internationale. Ça a eu quand même un impact très 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 important et impact d'ordre international. Donc nous allons revenir sur les conditions de l'organisation de cette grève, la répression surtout parce qu'elle a été sauvagement réprimée comme toute action non pacifique, n'est-ce pas? Exactement. Comme toute action. Oui, complètement d'accord. À cette période-là, oui. Voilà, ça nous évoque un peu aussi les événements du 11 décembre qui ont été aussi réprimés. Et donc là, c'est une autre initiative de la part des Algériens, donc une initiative pacifique, réprimée encore une fois. Et donc Hassan Arab reviendra sur les conditions de son organisation, mais surtout l'impact que cette grève a eu sur la communauté internationale. Samira Hadjamar sera parmi nous ce matin. Elle nous emmènera quelque part au haut plateau. Il va faire froid, Ah bah, oui, il va faire très froid. Les hauts plateaux? Aujourd'hui, il va faire très froid. Environ? Tu nous donnes une petite fourchette? Allez, on va dire entre 3, 6, 7 degrés à peu près. Ah bah, elle va nous emmener du côté de la Rouate. Voilà. Ah bah voilà, il fait vraiment froid dans cette région. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses à Beaucoup découvrir. Et à justement, voir, Samira Hadjamar, c'est ce qu'elle va faire. Elle va nous faire découvrir la région de la Rouate. Et hier, c'était un événement, à partir de 17h. Évidemment. N'est-ce pas? Tu as suivi? Pas vraiment. Enfin, j'ai suivi, mais de loin, on va dire. C'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi. Ça t'angoisse? Non, mais j'ai juste pas eu l'occasion de regarder le match, c'est tout. Alors moi, c'est une grosse angoisse. C'est pour ça que je regarde jamais les matchs. Mais au fait, je suis là dans une chambre en train d'écouter un peu les voisins, s'il y a un cri, s'il y a un hurlement. Mais vu le match d'hier, ça aurait pu m'angoisser, oui. Ah, j'imagine. Ça a été parti aux prolongations, un match exceptionnel, un match spectaculaire. Un match spectaculaire en faveur des Verts. D'ailleurs, encore une fois, bravo 1-0 pour les Verts. Et justement, Riyad Bedkhadim sera parmi nous ce matin. Apparemment, il va nous faire revivre complètement l'ambiance d'hier. Ben voilà, comme si on y était. Voilà, comme si on y était avec une petite longueur d'avance. Au moins, on connaît la fin. On connaît la fin, exactement. On connaît la fin. Exactement, au moins, on connaît la fin. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Ça te va, Mina? Impeccable. Tu nous donnes quelques nouvelles du ciel pour aujourd'hui? Avec plaisir. Ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et de retour, donc il va continuer à faire froid. Oui. Il va continuer à pleuvoir, continuer à neiger. Quel bonheur. Quel bonheur. La totale. Voilà. La totale. Vraiment, c'est le bonheur. On va avoir les 4 saisons en une journée. Mais les 4 saisons, tout en ayant de la pluie et de la neige. Oui. Mais c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Même si entre midi et 2h, il fera 20 degrés et ça va redescendre jusqu'à 4 degrés. Ça ne montera pas jusqu'à 20 degrés. Non. Mais c'est pas grave. Pourvu qu'il pleuve, pourvu qu'il neige. Ça ne montera même pas jusqu'à 15. Moi, je te parle d'Alger. Voilà, donc on restera quand même dans des températures saisonnières. Saisonnières, plutôt froides. Plutôt froides, voilà, plutôt froides. De toute façon, on en avait besoin. On en avait besoin. On en avait besoin. Alhamdoulilah. Moi qui n'aime pas beaucoup l'hiver, mais cette fois-ci, vraiment, je le vis pleinement. Ah oui, on le vit. Oui, vraiment. Moi aussi, j'aime pas trop le froid, mais là, j'apprécie. Je ne sais pas pourquoi, parce que on a été privé de froid, de pluie, de neige pendant un moment. Quand même. Voilà. En tout cas, ça a fait le bonheur de beaucoup de personnes, mais surtout beaucoup de photographes qui ont eu quand même l'occasion vraiment d'avoir des photos mais exceptionnelles. Incroyable. On a dit dignes de tableaux de peinture, de l'imaginaire, surtout celle du Sud, bien entendu.
C'est incroyable. C'est incroyable. C'est franchement magnifique. C'est des paysages féeriques. Féerique, carrément. effectivement. Donc, quelques nouvelles du ciel? Oui, Allez, c'est à toi. allons-y. Bonjour à tous, excellent réveil. Et bien pour aujourd'hui, au menu, des pluies, de la grêle, de la neige également sur l'ensemble des régions nord, mais des pluies assez marquées. Toujours sur le centre et l'est du pays, de la neige sur les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude. Sur la partie sud, on notera un ciel partiellement voilé sur la Saoura, le Nord Sahara et les Oasis dégagés. Sur le reste des régions sahariennes, les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord un minimum de 2 degrés du côté d'Al Bayadine Hama, 11 à Alger ainsi qu'à Annaba, on notera 13 degrés. À Oran, 5 degrés Djelfa, 13 degrés Ghardaya Douza Bechar, 18 Tindouf, 17 degrés Adra, 18 Insalah et enfin 24 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée sur l'ensemble des régions nord avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Asie pour cette journée. Et bien, on notera des averses à Singapour, Jakarta, un ciel dégagé à Pékin, Tokyo, voilé à Manille. Et puis côté température, on notera 28 degrés à Singapour, 30 degrés à Jakarta, 16 à Hong Kong, 6 à Pékin et enfin 7 degrés à Tokyo. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, on retient des températures très basses, des températures de saison surtout. Alors, hier, justement, sur les réseaux sociaux, il y a eu des messages qui ont été un peu publiés pour faire très attention déjà au niveau des routes. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je perds mes mots. Pour baisser un petit peu la tension, j'ai envie de dire, sur les montagnes Shri'a et Tikijda, parce qu'apparemment, c'est complètement le week-end, oui. Le week-end, week-end. c'est bondé. C'est énormément de monde. Énormément de monde, effectivement. C'est un peu justifié. Exactement, c'est un peu normal, oui. Et ben voilà, nous avons quelques images et on me dit que c'est Mustapha. C'est Mustapha, notre ami, le photographe de Blida, qui nous a envoyé ces belles images, ce que je disais. Donc, c'est vraiment un temps qui a fait le bonheur déjà des photographes. Alors, vraiment un contraste, mais exceptionnel. C'est très, très beau. Voilà. Tu vois ça, tu as envie d'y aller, c'est normal. C'est normal. Donc, finalement, même si on est adulte, il y a le petit enfant qui se réveille. Attends, même si on avait 50 ans, dès qu'on voit de la neige, on va pas s'empêcher de faire des batailles de boules de neige. Bah oui, c'est sûr que je n'irai pas avec toi, en tout cas. Pourquoi? C'était Tamsguida là, ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est Mustapha, notre ami, qui nous a envoyé les photos. Méchante. Une bataille de boules de neige, non, franchement. Bataille de boules de neige. Oui. Franchement, ça te ferait pas plaisir? Ouais, bon, je crois que l'enfant en moi, il dort encore. Non, il n'a pas je suis sûre encore qu'il vu va la se neige. réveiller à ce moment-là. Il n'a pas encore touché à la neige, je pense. Je suis certaine qu'il va se réveiller à ce moment-là, tu vas voir. Très probable, très très probable. D'autres magnifiques images, Mina. Magnifique, oui. Voilà. Ah oui. Encore une fois, donc c'est notre ami Mustapha qui nous a envoyé ces belles images. Merci Mustapha. Donc, si vous avez de belles images, vous pouvez toujours les partager avec nous, comme ça on pourra les faire découvrir. Et voilà, on le voit Mustapha dans cette belle photo. Elle est magnifique. Alors là, il est quelque part dans la nature, ce qui est sûr. Merci beaucoup Mustapha, notre ami, donc le photographe de la ville de Blida. Voilà. Mina, merci beaucoup. Oui. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Et un petit briefing à 9h30 pour un bon café. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Mina. Et on continue, pause musicale. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de notre ami Saladin Galis qui nous chante la Hasema. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc une très très belle chanson sur la ville d'Alger, la Asema, chantée par Nsardine Galiz. Et sans plus tarder, notre ami Ahmed Grega Hassen est déjà parmi nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça se passe? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Toujours aussi actif? Oui, un peu. Un peu, si beaucoup, beaucoup. Fraîchement, oui. Fraîchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour ça. Pourvu que ça dure encore quelques jours, quelques semaines. Effectivement. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, une autre personnalité qui a marqué encore une fois l'histoire de l'Algérie, déjà la révolution algérienne, après l'indépendance. Exactement, donc encore un intellectuel très, très méconnu, presque inconnu carrément, donc, malgré qu'il a marqué il y a plusieurs aspects, il a eu plusieurs domaines d'activité, notamment le politique, l'universitaire, le dialogue interreligieux. Donc il a activé sur pas mal de chapitres, mais il est ignoré, enfin il a été oublié très très vite. Donc ça fait longtemps que je voulais parler de lui, mais cette fois, bon, l'occasion, ça fait cette année, c'est le 22e anniversaire de son décès. Bien sûr, on parle de professeur Abdelmajid Mziane. Donc il est né dans son patelin, il est né à Tlemcen en 1926. Il a perdu très vite sa maman, donc il a été élevé par sa tante paternelle. Il a appris le Coran très jeune. Puis il a fait une formation, il a été scolarisé dans l'école coloniale. Et là, bien sûr, les défis n'étaient pas des moindres, parce qu'il devait, bien sûr, pour être un indigène et exceller dans ses études, il ne suffisait pas d'exceller, donc ce n'était pas suffisant. Il fallait surexceller, parce que bon... Se démarquer exactement, et en se démarquant, on était à peine, dans les notes, on était à peine moyen. Donc de là, donc, il a vécu donc, les injustices du système colonial, il a bien vu, donc il est né en 1926, tout de suite il était adolescent quand la guerre a commencé, la guerre 39-45. Et il a été aussi éduqué dans le mouvement national, le mouvement, j'imagine, le mouvement scout à Tlemcen. Et puis Tlemcen était à l'époque, donc il y avait plein d'activités. Donc il a été l'un des initiateurs des clubs de lecture à Tlemcen. Il y avait aussi tout un tas de camarades qui étaient avec lui, qui sont devenus par la suite de grands intellectuels, notamment son ami intime, professeur Mahmoud Bouayed, qui est devenu le directeur de la Bibliothèque nationale, le fondateur de la Bibliothèque nationale algérienne. Et de là, donc, très jeune déjà, il a écrit un papier qu'il a envoyé pour publication dans un journal du Vatican en parlant du dialogue interreligieux en 1948. Oui. Donc imaginez, à 22 ans, donc il envoie un tel papier, il était très, très éveillé, donc on voit qu'il était très intelligent. Et puis, bien sûr, il a compris tout de suite l'importance des sciences humaines pour une société qui était en déphasage par rapport à la modernité. Donc il a vu l'enjeu, donc il a étudié, il a fait notamment sa thèse doctorat sur le système économique d'Ibn Khaldoun, et donc il l'a soutenu à la Sorbonne. Bien sûr, il a intégré tout de suite la révolution algérienne, et il était l'une des voix de la révolution algérienne avec Issam Saoudi et compagnie, Rabbi yarhamhum, Sawt al-Arab. Lui, donc, il donnait les informations en langue française. Donc, bien sûr, il fallait informer dans les 3 langues. Lui, notamment, c'était la langue française parce qu'il maîtrisait, il était un parfait bilingue, ça il faut le dire. À l'époque, pour cette génération, bien sûr, la langue française était l'une des langues les plus importantes dans le monde. Maintenant, elle l'est moins, donc les enjeux sont ailleurs, donc il faut partir ailleurs parce que les langues, la deuxième langue, bien sûr, dépend du contexte culturel international et dépend du contexte économique aussi. Économique et bien sûr et politique aussi. Donc, quand les enjeux se déplacent, il faut savoir se déplacer. À l'époque, être bilingue était quelque chose de très très bien, donc c'était bien vu, c'est ce qu'il fallait à l'époque. Donc, ils ont répondu. Après l'indépendance, il a occupé quelques postes politiques, notamment il a été directeur de cabinet du président de la République, il a été wali dans plusieurs wilayas. Et puis quand il y a eu un changement, donc il s'est tout de suite investi dans l'université. Il a ouvert plusieurs départements de philosophie et de sociologie, et il a enseigné dans plusieurs universités, Tlemcen, Oran, Alger, l'École nationale d'administration, l'ENS. Donc on voit qu'il a eu une vie très active.
Donc, de ces livres, on connaît Nadariyat al-Iqtisadiyya d'Ibn Khaldoun, les théories économiques chez Ibn Khaldoun. C'est un néo-khaldounien, il l'appelle comme ça. Donc, c'est l'un des intellectuels de l'Algérie indépendante qui ont marqué l'esprit universel, avec Mohamed Harkoun, avec Malik Ben Nabi, et d'autres, Hamouda Ben Saïd. Donc, malgré que Hamouda Ben Saïd, il n'a pas publié, on n'a pas vu ses œuvres, mais c'était un penseur très important. Donc, et on trouve toutes ces théories éparpillées dans ces différentes publications. Il a publié plusieurs préfaces, il a rédigé plusieurs préfaces à des livres, et il a publié plusieurs articles donc, dans des journaux nationaux et internationaux. Donc, pour ce livre, Ahmed, est-ce qu'on peut dire que c'est un prolongement de sa thèse de doctorat? C'est sa thèse de doctorat. D'accord. C'est sa thèse de doctorat. Donc, ça, c'est la première édition. Il a été édité au Koweït et puis il a été réédité 2 ou 3 fois par la suite. Il a aussi un autre livre en français, Philosophie sociale de l'islam. Donc, il reste toujours très intéressé et très impliqué dans les études sociologiques. Donc, il a publié. Et puis, il a eu un rôle très important dans les médias. Donc, il a été derrière plusieurs émissions. Il a même animé une émission dans une chaîne de télévision étrangère. Donc, bien sûr, notamment sur l'islam. Donc, il était vraiment impliqué. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que à la différence des orientalistes, ces visions de l'islam externe, lui, il avait une vision interne parce que il lui était vraiment inculqué. Donc l'islam, il a inculqué notamment dans sa famille. Il paraît que sa tante paternelle a joué un rôle très important dans sa formation. Et puis il connaissait le Coran, donc il a une formation dans la charia qui est parfaite pratiquement. Donc il a étudié comme il le fallait. Et puis, il a intégré la méthodologie scientifique moderne, notamment des sciences humaines, c'est pour ça que c'est une vision très importante, parce que c'est une vision de l'intérieur. Donc, c'est très important donc, de voir. Donc, il a même rédigé un très bel article sur le travail de Jacques Berck. Donc, au décès de Jacques Berck, qu'il a connu, c'était son ami. Donc c'était tous ces gens qui étaient dans le milieu intellectuel algérien. Il y a Jacques Berck, il y a Henri Tessier, il y a Mahmoud Bouyad, il y a tous ces noms donc, qui animaient la vie intellectuelle en Algérie. Lui, c'était l'un d'eux. Et en 1983, au centenaire de la naissance de l'Amir Abdelkader, il a publié, il était ministre, et il a publié avec Mahmoud Bouyad à la Bibliothèque nationale, ils ont publié l'autobiographie de l'Amir Abdelkader avec une très belle préface rédigée par le ministre lui-même qui était Abdelmajid Meziane. Parce qu'au début des années 80, il était ministre de la Culture et du Tourisme. Donc, et puis à la fin, il termine sa carrière en tant que premier président, je crois, du Haut Conseil islamique de 1998 à 2001, où il décède le 15 janvier 2001. Donc, c'est ça un peu le résumé d'une vie. Ce qui est dommage, c'est moi-même, donc j'ai beau essayer de chercher, de suivre un peu les articles, donc j'ai pas trouvé une biographie où on a toute la liste des œuvres de Abdelmajid Meziane. Il y a ce livre, donc c'est un travail que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Donc je me dis que peut-être l'auteur a pris la peine de chercher, de collecter tous les... Parce qu'il a plein de publications qui sont un peu éparpillées ici en Algérie et ailleurs. Donc il faut vraiment un travail de fourmi pour essayer de suivre tout cela. De regrouper déjà un petit peu toutes les publications. Alors il faut dire, Ahmed, que justement Abdelmajid Meziane, lui, il a beaucoup investi dans la pensée islamique, il a beaucoup investi, comme tu l'as dit déjà, à un âge très précoce, à 22 ans, au dialogue donc, interreligieux, dialogue de civilisation. Et d'ailleurs, après son décès, il faut dire que le HCI a un petit peu, j'ai envie de dire, continué un petit peu ce travail à faire la promotion un petit peu de ce dialogue interreligieux, de ce dialogue entre les civilisations. Oui, exactement, parce qu'après lui, il y a eu Cheikh Bouamran, qui était lui-même donc, docteur en philosophie, donc
ils étaient j'imagine, bon, avec l'actuel président, ce n'est plus le cas parce que c'est un autre type de formation. C'est notre génération aussi. Exactement. Et chacun va essayer de donner son empreinte. C'est tout à fait normal. Mais lui, le HCI, c'était quand même... c'était le début du HCI. Il fallait l'installer, la mise en place, l'installation et puis le lancement. Donc, c'est pas quelque chose de simple ni très facile. Donc, il l'a fait. Tout de suite, il a développé une très très bonne bibliothèque. La bibliothèque du HCI maintenant, c'est l'une des meilleures en Algérie. Elle est bien organisée parce que bon, la première directrice était Madame Bouayed, donc qui était elle-même bibliothécaire des années durant. Elle était directrice de la bibliothèque. De la bibliothèque du HCI, exactement. Et puis il a bien choisi les membres, les premiers membres. C'était pas sa vision du HCI n'était pas un majlis de fatwa. C'était vraiment un centre de pensée. Donc c'était comme un think tank qui se fait dans les pays anglo-saxons. Donc c'était des gens qui réfléchissaient. Il y a d'autres visions maintenant qui peut-être fondent. Donc c'est le Majlis Islami Al-A'la. On pense que c'est plutôt une référence de fatwa en Algérie. Donc c'est deux visions différentes. Donc on voit que chacun son empreinte, chacun sa vision. C'est tout à fait normal. Les perspectives changent avec les personnes. Donc l'un de ses écrits, on voit là, Al-Mu'assasat Thaqafiyya fil Jazair qabla al-Istimar. C'est un très bel article où il détaille un peu le système culturel qu'il y avait en Algérie. Donc, il essaie de présenter les choses telles qu'elles l'étaient parce que jusqu'à présent, on entend beaucoup d'hommes de culture qui disent que notre culture était orale, notre culture était ceci, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. C'est tout simplement par ignorance. Non, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est un article qui pourrait aussi faire objet d'une très très belle réponse à tous ceux qui disent que l'Algérie n'avait pas de passé, n'avait pas d'histoire ou n'avait pas d'infrastructure éducative ou culturelle. Exactement, finalement. Et c'est ce qu'il développe. Donc, parce que même à l'époque, il y avait beaucoup d'intellectuels algériens qui ont écrit. Donc, il y a du moment qu'on n'a pas de centre intellectuel aussi important que Zeytouna ou Al-Azhar, donc ça veut dire qu'il y avait rien. Donc, lui, il explique que la vision était différente, la société se prenait en charge. Et on sait très bien qu'il y a plein d'Algériens, quand ils sont partis à l'étranger à l'époque, donc au Moyen-Âge, donc ils ont ébloui les centres culturels les plus importants. On en a parlé, le Maqarri, Yahya Chaoui, l'Amir Abdelkader, donc plein de noms comme ça, donc, et de différentes époques. Hein, donc c'est pas juste un moment où il y avait tel ou tel roi qui développait, qui faisait, qui permettait ceci ou cela. Donc, mais c'était durant plusieurs années. Donc, à chaque fois, il y avait des gens qui partaient. Ça veut dire qu'il y avait quand même une formation, bien qu'on ne connaît pas, mais on connaît actuellement, on connaît très bien qu'il y avait bien sûr Bjaya et Tlemcen à un certain moment. Par la suite, il y a eu Alger, il y a eu Mazouna. Qui peut imaginer que Mazouna, qui est maintenant un tout petit patelin, avait été un centre intellectuel aussi important à une certaine époque. Et puis les Zawiya qui sont devenus carrément des instituts, notamment Zawiya de Teslent, Zawiya de l'Hamel. Donc toutes ces Zawiya se sont relayées à être des centres de rayonnement intellectuel de par le monde. Donc c'est ce qu'il a essayé de développer dans son article. Et maintenant, avec toutes les informations qu'on a 20 ans après, on a plus de recul, on a plus de publications, plus de manuscrits, de documents qui sont sortis. Donc on peut actualiser même son travail et vraiment montrer qu'il y avait quelque chose de très important qui se développait en Algérie. Donc tout ça, donc dommage que personne ne sait, peut-être parce que j'imagine que les gens qui s'intéressent actuellement à la pensée intellectuelle, donc ils sont quelque part un peu démunis vis-à-vis des langues, et on est un peu quand on est face à des personnalités comme Abdelmajid Mziane ou Mohamed Harkoun, donc vraiment c'est la sociologie pure et dure, donc, et en plus il rédige très très bien, donc avec une pensée très profonde en arabe et en français. Il faut maîtriser les deux langues, il faut vraiment être aussi... maîtriser les deux langues, mais maîtriser aussi la spécialité elle-même. Exactement, et en plus, donc il a travaillé en philosophie, en sociologie, il a enseigné partout. C'est pas simple, donc celui qui veut travailler sur Abdelmajid Mziane, un travail bien sûr de fond, donc... on lui souhaite beaucoup de courage. Déjà, pourquoi pas commencer par regrouper un petit peu tous ces travaux. La collecte de ces travaux, oui. Donc, j'espère que
peut-être ses enfants. Et j'imagine qu'il a dû laisser beaucoup de manuscrits, de travaux non publiés, peut-être des livres carrément, des pensées, parce que je ne pense pas qu'un esprit aussi intelligent que lui donc, pouvait passer une nuit sans rédiger ne serait-ce qu'une ligne. C'est vrai. Exactement. Mais donc, et ça se voit aussi avec c'est une génération très importante, donc elle est très particulière. Donc ils ont été les fondateurs. C'était un défi qui n'était pas des moindres, donc voilà. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Ahmed de lui avoir déjà rendu hommage aujourd'hui, d'avoir au moins fait le point. Inch'Allah, donc j'espère que ça va faire un peu, ça va faire des émules, donc ça va lancer des gens. Aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la grève des 8 jours. Donc, on va en parler dans quelques instants d'ailleurs. Exactement, donc et on a une conférence au Forum Al-Mujahid avec Amelouni Saïd Taoudia. Il y a aussi le décès de Cheikh Abdelkader Atmani, la semaine dernière. Donc on va essayer, Inch'Allah, de lui consacrer une rubrique exactement. Donc on présente nos condoléances à sa famille. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain pour une autre découverte d'un autre intellectuel qui a marqué encore une fois l'histoire, la littérature et la pensée algérienne. Merci beaucoup. Nous allons rester quand même avec une autre personnalité dans ce reportage. Il s'agit de Frantz Fanon. Probablement une rubrique pour Frantz Fanon. On en a fait, oui, bien sûr. Alors, c'était pas avec moi, j'ai raté. L'ancien de la Révolution algérienne. Voilà. C'est le premier sociologue de la société algérienne. Il faut lire Frantz Fanon. Donc il a bien vu, pardon, je m'excuse, il a bien vu la vraie révolution dans la société algérienne. Donc il a bien étudié donc tout ce qui s'est passé pendant les 7 ans de révolution. Donc il a une très belle analyse. Et bien sûr, Frantz Fanon, c'est un shahid de l'Algérie. C'est un shahid de l'Algérie, effectivement. Donc, il est psychiatre aussi. Oui. Voilà, il est psychiatre. Il faut dire qu'il s'est beaucoup investi dans la souffrance algérienne. Il a été torturé d'ailleurs, tout comme tout autre Algérien qui croyait à l'indépendance de l'Algérie. Justement, un hommage à Frantz Fanon, et c'est Sophia Chouban qui lui rend hommage dans ce reportage. On se retrouve juste après. Césaire et Jean-Paul Sartre. Il s'engagea dès lors dans l'armée française pour combattre l'ennemi nazi. Après la guerre, Frantz Fanon entame des études supérieures et devient médecin en 1951. En même temps, il manifesta son intérêt accru pour les luttes politiques et anticolonialiste. Frantz Fanon, médecin à qui les portes s'ouvraient, qui a démissionné pour monter au maquis, rejoindre et défendre des idées pour l'Algérie, mais qui sont des idées universelles. C'est en 1953 que Frantz Fanon fut nommé médecin en chef à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. C'est à partir de ce moment-là qu'il entreprend une exploration des mythes et traditions de la culture algérienne. Pour Fanon, le racisme et la discrimination l'ont incité à écrire plusieurs livres, dont les plus éminents sont Les damnés de la terre, Peau noire et masque blanc et L'an 5 de la Révolution. À cet effet, ce livre est un témoignage clé de la période la plus tumultueuse de l'histoire algérienne. D'ailleurs, le livre qu'il a écrit en 1959, qui a été édité chez Maspero, L'an 5 de la Révolution, ou Sociologie de la Révolution, d'ailleurs, il est un exemple criant sur ça, parce que le titre original qu'il a proposé, lui, à François Maspero, ce n'était pas ce titre-là, mais c'était Réalité de la nation algérienne.
Frantz Fanon ne s'est pas intéressé uniquement aux questions médicales ou psychiatriques. Il s'est penché sur les aspects psychologiques et socioculturels de la société algérienne. Ça a été le déclenchement de l'engagement de mon père pour la lutte de libération nationale. S'est opéré à son arrivée à l'hôpital psychiatrique de Blida en 1953 avec ma mère. Le médecin était d'un soutien indéfectible à la cause algérienne, notamment sur le front diplomatique. En 1959, Fanon fait partie de la délégation du GPRA au congrès panafricain d'Accra. Une année plus tard, il fut nommé ambassadeur au Ghana tout en conservant sa nationalité algérienne. Pour Fanon, l'indépendance doit être entière et non un jeu d'écriture. Il a milité pour que toutes les couches populaires d'une nation puissent bénéficier à l'accès au pain, à la terre et à la liberté. Décédé aux États-Unis en 1961, puis inhumé en Algérie, Frantz Fanon a déclaré de son vivant que le bien le plus précieux est l'homme, seulement à quelques mois de l'indépendance du pays. Et de retour sur le plateau, c'était donc un très très bel hommage rendu à Frantz Fanon par Sophia Choubane et sans plus tarder notre ami Hassan Arabé parmi nous. Bonjour Hassan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Un bel hommage. Un bel hommage à Frantz Fanon qui a un petit peu théorisé donc la nécessité d'une guerre révolutionnaire. Elle a parlé de la violence révolutionnaire qu'il a justifiée. Et puis il y avait quelqu'un comme Jean-Paul Sartre qui a repris un petit peu cette réflexion de Frantz Fanon qui justifie donc le fait que les colonisés n'ont plus d'autres alternatives que de prendre les armes contre les colonisateurs, parce que les colonisateurs ont adopté la violence comme mode d'occupation et d'asservissement des peuples colonisés. Et justement, en parlant de violence, nous allons commémorer un événement, finalement, un événement qui a permis finalement de faire extérioriser, de faire écouter la voix de la révolution algérienne au niveau de toute la communauté internationale. Il s'agit donc de la grève des 8 jours. Alors justement, d'où vient l'idée d'organiser la grève des 8 jours? L'idée d'aller vers une grève générale de 8 jours, donc un mouvement de grève exceptionnel. 8 jours, c'était long. Décidé, donc, on dit que la décision a été prise vers l'automne 1956, c'est-à-dire juste après la tenue du congrès de la SOMAM. Et puis, l'organisation de cette grève était suspendue à la reprise des discussions au sein de l'organisation de l'ONU et pour aborder la question algérienne. Et puis, les Français n'étaient pas près de court parce que vers le 26, le 25, on parle de Noël 1956, ils ont eu l'information que le Front de Libération Nationale allait organiser une grève générale, une grève donc complètement qui allait toucher toutes les villes et tous les secteurs. Et pour cela, le FLN avait prévu pendant cette période de 1956 des relais pour organiser un tel mouvement. Donc il fallait mettre en place une organisation des travailleurs. C'est le cas de la création en 1956 de l'Union générale des travailleurs algériens, mais aussi de la structuration, le renforcement de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, mais aussi l'Union des commerçants algériens pendant cette période. Donc ces organisations vont jouer un rôle important dans l'organisation de la grève. Prenons, c'est le cas par exemple du GTA,
qui va prendre donc complètement son autonomie vis-à-vis des autres organisations, donc comme c'est le cas de la Force ouvrière ou bien la CGT, qui étaient des organisations françaises. Quand on lit, par exemple, l'ouvrier algérien, donc l'organe de cette fédération, on comprend ce mélange entre donc la nécessité de lutter pour les travailleurs, mais également la ligne nationaliste, la nécessité donc d'œuvrer pour l'émancipation de l'Algérie du régime colonial. Donc, dans ce contexte, on doit rappeler que les Français étaient pris de panique parce que, attention, en 1956, il y avait une série de grèves. Oui. Il y avait la grève du 5 juillet 1956, organisée par l'UGTA et qui a connu un succès. Donc, c'était la période un petit peu, les Algériens tenaient à marquer, donc à manifester par une grève, cette date de triste mémoire de l'occupation. Et puis il y avait la grève également qui était un vrai succès de 1er novembre 1956. Et puis il y avait une autre grève de protestation contre l'arrestation des dirigeants du FLN, c'est-à-dire juste après le 23 octobre 1956. Donc il y avait déjà une série de grèves en 1956 qui ont réussi, que ce soit sur le plan organisationnel ou bien sur le plan des masses, parce qu'elles étaient suivies, les mots d'ordre de l'UGTA, c'était parce que l'UGTA qui a fait appel à la grève, étaient suivis d'une manière générale. Alors justement, oui. Hassan, qu'est-ce qui fait justement que cette grève des 8 jours soit beaucoup plus importante et soit promue? J'ai dit, alors c'est une grève, tout d'abord, elle est exceptionnelle parce qu'elle va s'étaler sur plusieurs jours. Voilà. Et puis, on a dit que la population algérienne, donc des principales villes, était très très pauvre. Donc il fallait tenir 8 jours sans travailler. Il fallait également assurer donc de quoi survivre pendant ces 8 jours. Donc rester calfeutré à la maison, etc. Sans sortir, parce que sortir, ça veut dire donc s'exposer aux arrestations. Parce que jusque là, le Front de Libération Nationale ne savait pas quelle était la réaction de l'armée française. Et j'ai dit qu'ils ont paniqué dès le début. C'est pourquoi, dès le 7 janvier, le 6 janvier, donc, on va confier à l'armée, donc au général Massu, notamment à Alger, le cas d'Alger, les pouvoirs de police à l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les services de renseignement français de l'époque, ce n'est pas des chiffres du Front de Libération, la grève a été suivie à 80%. Donc c'était 80%, énorme. C'est-à-dire 80% de la communauté internationale? De la communauté algérienne. Algérienne. Algérienne dans les 18 villes. C'est parce que jusque-là, on pensait que c'était juste Alger. Mais en fin de compte, il y avait 18 villes où la grève a été suivie à 80%, mais aussi en France, au sein de l'immigration. L'immigration avait suivi massivement, donc c'était beaucoup plus compliqué pour eux, mais ils ont suivi pendant les 8 jours ce mouvement de grève. Or, la presse de l'époque, on parlait, donc, par exemple, donc, les journaux qui relataient un petit peu l'évolution de la révolution algérienne étaient interdits en Algérie, comme Algérie Républicain, par exemple. Mais il n'y avait que les journaux colonialistes, comme l'Écho d'Alger, ils parlaient de l'échec de la grève. Or, c'était véritablement donc une réussite. Pour faire diversion, c'est un peu manipulation de l'information dans ce cas-là. Donc, et puis, c'est vrai, il y avait des correspondants de presse, mais qui étaient très, très filtrés, attention. Donc, c'était des gens accrédités et puis très, très surveillés. Donc, ils ne pouvaient pas dire le contraire de ce que pensaient à l'époque les parachutistes. Alors, le point faible donc de cette grève, c'était, et le général Massu avait compris, pour justement masquer la réussite de cette grève, il fallait s'attaquer d'abord aux commerçants. D'accord? Le port était gelé, mais on a
procédé à des arrestations massives, et puis c'était des travailleurs, des Algériens, donc qu'on a emmenés de force au port pour remplacer les dockers qui étaient en grève, et puis les commerçants. On a procédé donc à l'attaque des commerces des Algériens, que ce soit à Alger ou bien à Constantine. Je prends les deux exemples parce que à Alger, c'était le général Massu qui était donc le chef de ces opérations de répression. Et puis à Constantine, il y avait un autre monsieur qui avait suivi exactement le même plan, c'est-à-dire c'était à l'époque Papon. Donc le préfet Papon, c'est lui qui a chapeauté donc l'opération de la répression. Et puis après, donc il y avait des conséquences terribles. Dès le deuxième jour, on a procédé à des arrestations massives, donc des enlèvements et pour ne pas parler de rafles, parce que tout le monde a été donc arrêté. Tous les hommes pratiquement ont été arrêtés à Alger. Et puis, en plus des arrestations, on va ouvrir les centres de tri et des centres d'internement carrément des Algériens. Notamment, on a ciblé les syndicalistes, les médecins, et puis tout le monde. Hein. Mais on a ciblé un petit peu l'élite déjà, qui a été internée dans des centres en dehors d'Alger, comme c'était en 57 qu'on a ouvert par exemple le centre de Paul Cazel, donc à Ain Oussela. Il y avait un centre d'internement, un centre de concentration, pour ne pas, parce qu'ils ont procédé comme les nazis. En plus de ça, donc il fallait avoir l'information des dirigeants. Donc la torture sera pratiquée d'une manière systématique. Donc c'était à l'échelle industrielle. On a ouvert un peu partout à Alger et à Constantine, par exemple, des centres de torture. Donc il va y avoir une torture massive. On torturait même dans les maisons, notamment dans les villes des Algériens, donc les quartiers des Algériens, on torturait même dans la maison parce qu'il fallait avoir des informations. Et puis, dans cette... Excusez-moi, on torturait à la maison en vue des familles, en vue de la population? Ah oui, oui. C'est-à-dire... c'est une double torture, finalement. On torturait, c'est-à-dire on arrête quelqu'un et puis on le torture chez lui, devant sa famille, devant sa famille, etc. Il y avait donc, j'ai dit, la torture, c'est-à-dire les centres, les villas qui ont été, les écoles qui ont été mobilisées, ne suffisaient plus pour torturer les Algériens, parce qu'il fallait avoir le maximum d'informations. Donc on torturait même dans les maisons, c'est-à-dire avant même de les ramener vers les centres de torture. Donc on connaît la villa Sizini, l'école de Saroui, la ferme Amziane à Constantine et d'autres villas. Il y avait une centaine de villas, par exemple à Alger, qui ont été aménagées pour pratiquer toutes sortes donc, de sévices aux Algériens. Ça d'un côté. Et puis, comme les militaires, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la défaite de Dien Bien Phu, voulaient avoir une certaine victoire en Algérie. C'est pourquoi il parlait d'une bataille. D'ailleurs, les écrits, que ce soit de Trinquet en février, en mars, il a été tué. On a masqué même donc, son assassinat donc, en suicide. Il va y avoir donc l'arrestation d'un des plus grands avocats du FLN, Ali Boumedjel, donc il a été défenestré donc à Albiar. Il va y avoir donc d'autres, les médecins. On parlait tout à l'heure de Fanon, l'un des assistants de Fanon, donc Slimane Aslah, qui a été arrêté donc au cœur de la Casbah. Donc il a été également, il est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc les conséquences de la grève, c'est vrai que c'est sur le plan international, c'était une réussite, c'était donc un procédé extraordinaire, donc de lutte révolutionnaire, mais c'était pas une grève, attention, donc c'est une grève pacifique, c'était pas une grève insurrectionnelle, parce que Massu, pour justifier un petit peu cette répression, il
il parlait d'une grève insurrectionnelle. Voilà, justement, parlons un petit peu de l'impact de cette grève dans le prolongement et dans le prolongement de la révolution algérienne, mais surtout son impact sur la communauté internationale et faire écouter la voix de la révolution algérienne. Il fallait d'abord, donc, le FLN à l'époque, c'est vrai qu'il cherchait effectivement, le FLN cherchait à avoir donc un impact sur le plan international, parce que c'est inscrit dans la plateforme du la plateforme et dans la proclamation du 1er novembre. L'idée d'internationaliser la question algérienne était donc dans les plans du Front de Libération Nationale, dans le départ. Mais il voulait également, c'était un exercice pour les masses. Donc il fallait également s'assurer que le peuple était derrière. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette expérience extraordinaire du mois d'août 1955 où les citoyens du Nord constantinois avaient répondu à l'appel de Zéro Youssef. Mais cette fois-ci, c'est également la même chose. Donc, on assiste, j'ai dit, 80% de suivi. Donc, et les Français étaient au courant. Donc, ce sont là leurs chiffres. Donc, les Algériens étaient derrière le Front de Libération Nationale. Ils ont adhéré à sa démarche, donc, qui consiste à lutter pour la libération du pays. Et sur le plan international, c'est vrai qu'il y a eu Bandung. Donc, la question algérienne devient, notamment dans un certain pays, donc une question de principe. Donc, on a commencé donc à soutenir ouvertement la question. Mais à partir de 1957, ça sera un tournant, parce qu'on va parler de la question algérienne à l'ONU au mois de février 1957. Et sur le plan interne, c'est vrai que ça sera quand même dur pour l'organisation du Front de Libération Nationale, parce que le comité de coordination et d'exécution, le CCE, était obligé de quitter Alger pour partir à l'étranger. À l'étranger. Et justement, on vous retrouve ce soir dans votre émission ? Oui, justement, on va aborder le 28 janvier. Le 28 janvier. Ou 2 février. Voilà, donc on vous retrouve ce soir à partir de... C'est lundi. Lundi. Ce sera lundi. À partir donc, de 22h. Un dossier spécial sur la grève des 8 jours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Hassan Arabe, de nous faire encore rappeler tous les sacrifices qui ont été faits pour l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup à vous, Hassan Arabe. On vous retrouve très bientôt. On ne s'est pas vu depuis le 28 octobre. Bien sûr. Voilà. Voilà, merci beaucoup Hassan. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de Chelia, là où la ville, donc où les montagnes se sont complètement vêtues de cette belle robe blanche de neige. Et on se retrouve juste après.
Notre ami Riyad Ben Khadem est parmi nous. Bonjour Riyad. Bonjour, heureusement qu'il neige pas ici dans le plateau. Heureusement, hein. Il fait bon dans le plateau. Oui, il fait chaud. Ne vous fiez pas à mon col roulé, il fait chaud. Oui, bon, parce que moi je sens un petit peu quand même qu'il fait un peu plus frais, mais il faut dire que hier, ça a été quand même un événement qui a fait monter la température. D'abord, l'événement, c'est la qualification. Oui. Et quelle qualification? Quelle qualification? Majid Bouguera, avant le match, avait parlé d'un match référence. Et bien, oui. Je crois qu'hier, on a eu le match référence pour la sélection. Un scénario épique. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Choses, oui. L'attention artérielle hier, ah oui, bien, parce que il y a eu une belle fluctuation hier. Hein. Alors, 19e minute de jeu, carton rouge pour un joueur algérien, pas n'importe lequel, Alexis Gendouzi, le gardien de but, oui. Sur une sortie. Carton rouge assez sévère, hein, en tout cas d'après les observateurs. L'arbitre hier s'est déchaîné, il a dégainé beaucoup de cartons. Il a sorti des jaunes pour Diarra Salifou, l'Ivoirien, Souleymane Koulibaly et Aka Baudelaire, il ne faisait pas dans la poésie celui-là. Et puis pour l'Algérie, il a sorti des cartons pour Bled et Marius, mais surtout le rouge pour Alexis Gendouzi. Alors imaginez-vous, le stade Baraki archi-comble, oui. Après 19 minutes de jeu, on joue la qualif pour les demi-finales et on se retrouve sans gardien de but. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs hors antenne juste avant. Ouais. Non, on n'est pas resté sans gardien de but, bien évidemment, mais il fallait complètement changer les cartes. Et la donne a changé pour Bouguera. Il fallait sortir un joueur. Bouguera, on le voit à l'image, a sorti oui. Qandoussi, un élément clé. Il est obligé de sortir un joueur de champ pour faire rentrer Chaal, le gardien du Mondial d'Alger, qui a remplacé Gendouzi. Et puis là, étonnamment, les Algériens ont joué leur meilleur match probablement du tournoi. À 10 contre 11, ils ont gardé le monopole du ballon, ils ont continué à attaquer, ils sont restés concentrés dans ce match. Et puis, autre rebondissement, 33e minute de jeu, c'est le défenseur de la Côte d'Ivoire, Kwassiola, qui fait une faute sur Mokhtar Belkhiter, une faute non sifflée par l'arbitre. Hein. Et l'arbitre laisse jouer. Et c'est les arbitres de la VAR, de la vidéo, qui appellent l'arbitre mauritanien, oui. Abdelaziz Bouh, qui l'appelle, il va vérifier. Et il voit la faute contre Belkhiter. Et là, il rééquilibre les deux équipes. On ne sait pas si c'est de la compensation. Oui. Souvent, les arbitres, quand ils ont l'impression d'avoir été trop sévères, ils compensent. C'est psychologique. Hein. On parlera des arbitres tout à l'heure, qui ont beaucoup de pression également de la part de la Confédération africaine de football. Et donc on en reste là, 10 contre 10, et le match extrêmement serré, une équipe algérienne qui fait le jeu, l'équipe ivoirienne aussi très dangereuse, et il fallait, âme sensible et cœur fragile, s'abstenir. C'est ce que j'ai fait. On a attendu la 94e minute de jeu, c'est-à-dire à 2 minutes de la fin, on jouait le temps additionnel, et faute sur Marius, le buteur de la sélection, qui en était déjà à 2 buts. Marius, faute sur lui dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas faute, il laisse jouer, et c'est encore une fois l'arbitre de la vidéo, l'arbitre de la VAR, qui l'appelle, Abdelaziz Bouh, l'arbitre mauritanien, il regarde, c'est un silence de mosquée, de cathédrale, dans le stade de Baraki, un stade hier archi-comble. On dit 40 000, mais je pense qu'il y avait beaucoup de plus. Il y avait un petit porte-bonheur qu'on va voir tout à l'heure, une petite fille, on va en parler tout à l'heure. Ah oui, le porte-bonheur. C'est peut-être ça le porte-bonheur de la sélection. Et l'arbitre revient, il regarde la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois, il revient, il désigne le point de pénalty et le stade exulte, explose. Wow. C'est vraiment un match, c'est vraiment le match référence pour la sélection. Marius, qui a subi la faute, va se faire justice lui-même. Il tire le pénalty exactement de la même manière qu'il l'avait tiré face à l'Éthiopie et il marque. C'est le meilleur buteur du tournoi, 3 buts avec la sélection. L'Algérie est en demi-finale. C'est une belle histoire pour cette équipe. Énorme pression. L'Algérie devra quitter Baraki, direction Oran et le stade olympique Miloud Hadfi pour jouer la demi-finale. Elle la jouera contre le vainqueur aujourd'hui du match Niger-Ghana. Voilà un scénario vraiment extraordinaire. Au grand bonheur des spectateurs d'Oran, cette fois-ci. Des spectateurs, et cette fois, ils vont certainement remplir le stade. L'équipe de Bouguera a déjà joué à Oran, et là, elle fera le voyage. Attention, une équipe comme le Niger, par exemple, si elle l'emportait, a déjà beaucoup de repères, puisqu'elle a joué son premier tour là-bas à Oran. Mais en tout cas, ils nous ont montré qu'ils pouvaient sortir les tripes
ces joueurs-là, donc on leur a fait confiance, on peut encore leur faire confiance. Alors, sur cet arbitre, justement, Abdelaziz Bouh, hier, on avait l'impression que c'était un arbitre, je ne vais pas dire à côté de la plaque, on ne va pas être dur contre les arbitres, mais peut-être qu'il avait subi beaucoup de pression, il a eu beaucoup de mauvaises décisions. Il était obligé de se référer à chaque fois à la vidéo pour prendre une bonne décision. Pour le carton ivoirien, pour le carton algérien, je ne sais pas, bon, ça reste à son appréciation. Et heureusement que la VAR lui a permis de voir ce penalty qui nous a permis de redresser déjà la barre en faveur de l'équipe algérienne. Alors, les arbitres, je l'ai dit, beaucoup de pression. Il y a des arbitres qui ont été sélectionnés pour faire ce deuxième tour, c'est-à-dire les quarts de finale, hier et aujourd'hui, les demi et la finale. Il y a eu une journée porte ouverte organisée par l'arbitrage africain. C'était jeudi au stade du 5 juillet, porte ouverte à la presse, bien évidemment. Séance d'entraînement pour ces arbitres, parce que c'est très physique aussi de courir, de suivre toutes les images, avec également une déclaration du président de la Confédération, président de l'arbitrage africain. Et on va regarder, ce sujet que nous a ramené Sid Ahmed Bouraïb. Sidou, on regarde. Dans le monde du sport et dans le football en particulier, l'arbitrage a un rôle primordial pour réussir un grand événement. Pour ce CHAN 2022, la CAF a sélectionné pas moins de 52 arbitres pour officier pendant les rencontres. Pour garder la forme, ils s'entraînent tous les jours au stade du 5 juillet. Des séances physiques, mais aussi techniques. Le tournoi se passe très bien au niveau des équipes comme au niveau des arbitres. Vous avez dû voir que depuis le début de la compétition, les arbitres sont présents. Ils contrôlent les matchs, ils sont présents pour prendre les décisions au moment où il faut. Et pour le moment, nous sommes très contents. C'est pour ça que nous continuons de travailler pour que pour la fin de la compétition, on soit toujours sur les mêmes standards de qualité de production des arbitres. Je dirais que les arbitres ont donné le meilleur d'eux. C'est ce que nous avons prévu faire ici parce que vous voyez notre comité, le comité des arbitres, le département de l'arbitrage a placé les arbitres qui ont des qualités parce qu'ils ont vu ces qualités et nous sommes ici là pour leur montrer ces qualités. Les arbitres étrangers n'ont pas manqué de souligner leur satisfaction quant à la bonne organisation qui caractérise ce CHAN. Like we said, we are prepared for such situations, you know. We always prepared for the unexpected. Lorsqu'on est dans un grand tournoi, on se prépare à tout. Les gens ici sont très sympathiques. En tant qu'arbitre, ça nous aide à nous concentrer uniquement sur notre boulot. Les gens sont venus au stade pour regarder du beau spectacle. Et le meilleur qu'on puisse faire, c'est d'être nous aussi à la hauteur. Because the people have paid to be in the field, so the best you can do is to deliver for the game and for the people. L'arbitrage algérien est également présent avec Lotfi Boukouassa, Lahlou Ben Brahim, Ibrahim Hamlaoui et Akram Zarhouni. Nous nous entraînons chaque matin ici. L'après-midi, on fait des séances de musculation et des réunions avec les délégués de la CAF où nous pouvons leur porter nos préoccupations. Vraiment, tout se passe très bien. Nous sommes pleinement concentrés sur nos performances sur le terrain. Nous nous préparons avec sérieux. Pour la VAR, des mini-matchs sont organisés tous les jours pour nous entraîner sur cette technologie. Nous demandons aux joueurs de faire des fautes exprès pour pouvoir intervenir. L'arbitrage durant le premier tour a été jugé satisfaisant, en attendant le reste de la compétition. Et voilà, Riyad, donc là, on a fait un petit peu le tour des arbitres. Ça joue bien au ballon, hein, même pour les arbitres femmes. Hein. Je vois bien. On a vu aussi à l'image l'arbitre Boukouassa qui a arbitré hier l'autre match, parce qu'il y avait un second match. Hier, c'était Sénégal-Mauritanie. Et c'est le Sénégal qui s'est qualifié 1-0. But marqué en première mi-temps. Hier, et donc le Sénégal jouera face au vainqueur de Madagascar-Mozambique, on en parlera dans un petit instant. L'arbitrage, c'était donc Lotfi Boukouassa, assisté des autres Algériens, Abbas Zarhouni et Brahim Sidali. Le but des Sénégalais a été marqué à la 34e minute de jeu, à peu près 10 minutes avant la pause, par Lamine Camara. Donc l'Algérie et le Sénégal sont les deux premières nations qualifiées pour les demi-finales. Aujourd'hui, dans le Houda, alors au programme, à 17h,
Ferkfontena, au stade Hamlaoui. Il y aura Madagascar, Mozambique, le vainqueur jouera le Mali. Et puis à 20h, au stade Miloud Hadfi d'Oran, le magnifique stade où on a vécu la magnifique cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. Oui. Il y aura Niger-Ghana, surprenante équipe du Niger, qui a surpris tout le monde, qui a sorti le Cameroun au premier tour, qui jouera le Ghana. Le Niger, moi je mettrai une petite pièce sur le Niger, notre voisin. Le Ghana, on l'a joué, je vous rappelle. Donc, le Ghana, on l'a joué une semaine avant le début du tournoi. C'était le dernier match de préparation de l'équipe algérienne au stade Baraki. C'était la première fois que l'Algérie jouait au stade de Nelson Mandela. Donc, le Ghana face au Niger. Moi, je mettrai une petite pièce sur le Niger. Mais il faudra faire attention, les Nigérians ont l'habitude de ce stade Miloud Hadfi. Ils ont leur repère, comme nous, on a notre repère à Baraki. Mais il faudra faire un petit tour, ça fera plaisir à nos supporters oranais de voir la sélection pour revenir, Inch'Allah, en finale au stade Mandela. Mais j'imagine que même les spectateurs venus un peu partout des quatre coins du pays pour voir le match d'Algérie, n'est-ce pas? Alors écoutez, déjà, il y a un autre record, ça a même stupéfait, peut-être mis un peu de pression. Les billets pour cette demi-finale face à la Côte d'Ivoire, ils sont partis en 5 heures. En 5 heures de temps. 5 heures, tout a été vendu, comme on dit en anglais, sold out, c'est-à-dire un guichet fermé. Ce stade. C'est un record, record absolu. C'est un record. Record absolu. Il y avait 41 000 et une petite fille. Et une petite fille, et c'est le porte-bonheur. Oui, c'est le porte-bonheur. De ce Chan, le porte-bonheur pour. En fait, ça commence très tôt, l'intérêt pour le football, l'intérêt pour l'équipe nationale. En tout cas, on va peut-être la voir. C'est des images. Nous sommes en train de la voir. C'est des images qu'on a prises sur le site de la Confédération africaine de football. Cette petite fille qu'on voit à l'image au stade d'Annaba qui a ébloui tout le monde par une. Elle danse super bien d'ailleurs. Voilà. Elle a dansé, filmée par les caméras, diffusée. Ça a fait le buzz, comme on dit. Ça fait combien de millions de vues déjà? 10 millions de vues. 10 millions de vues. Et elle a été invitée par la Confédération africaine. Elle a été surprise par la Confédération. À venir regarder le match et par également le comité d'organisation locale du Chan. Elle est donc venue voir le match. Elle a été accueillie par l'équipe nationale. Elle a regardé le match et elle a porté chance à la sélection. Maintenant, pour la petite histoire, je ne sais pas si on va encore l'inviter à Oran pour la demi-finale. Pourquoi pas? Oui, on l'espère. En tout cas, pour les quarts, les demi. Alors, avant de passer au quart, on me dit qu'il y a une petite vidéo de la petite fille. On va la regarder. Allez, on va la regarder. Voilà, elle danse super bien la petite et peut-être qu'on la reverra encore. Complètement imprégnée finalement de la danse, mais complètement, j'ai envie de dire, très consciente finalement de son soutien, de sa présence. Mais elle révèle beaucoup, elle est très révélatrice de la passion et l'engouement des supporters algériens pour ce championnat d'Afrique, ce Chan. On n'avait pas de doute sur la qualité de l'organisation de l'Algérie et ses capacités. Et elle le prouve depuis le premier jour, depuis l'ouverture. La seule inconnue, c'était peut-être l'engouement populaire. Et les stades, l'engouement populaire, les familles, les enfants. Et là, voilà, on la voit, elle était invitée. Voilà, ça c'est son fameux 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Voilà. Une petite star qui arrive à Alger. C'est une belle surprise qu'on lui a fait. Et voilà, elle rentre au stade. Ça, c'est pour ça qu'on aime le foot. Non, le Houda, il procure du bonheur aux grands et aux petits. On est tous des enfants devant le foot. Et cette fille, elle a vécu son rêve. Elle est devenue une petite star. Elle a été applaudie par 40 000 personnes parce qu'on revoyait sur l'écran géant du stade la vidéo et les 10 millions de vues. Ça a fait le buzz également sur le site de la Confédération africaine qui en a fait un peu sa muse, son ambassadrice, cette petite fille, et on va très certainement la voir. Pour terminer, la dernière info de ce matin, c'est la dotation. La dotation de ce Chan, elle passe à 2 millions de dollars pour celui qui remportera le titre. Elle était à combien? 1 million et quelques? Elle était à 1 250 000 dollars.
Elle atteint les 2 millions de dollars pour le vainqueur. Le finaliste, lui, aura 800 000 dollars, presque 1 million de dollars. Et les 4e et 3e. On se retrouve demain. Inch'Allah. Donc pour un autre point, Chan. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Riyad. À demain. Et on continue. Nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre amie Samira Hadjamar qui nous emmène à l'Arwat. Mais avant cela, c'est Sophia Chouban qui nous y emmène. D'ailleurs, toujours à l'Arwat dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Alors ça c'est le dernier ouvrage que je suis en train, en fait que je termine là, il est terminé, on est en train de préparer les dernières retouches, les dernières corrections avant qu'il n'aille à l'imprimerie. C'est un beau livre qui porte sur la Gouate, mais la Gouate vue par des chroniqueurs, des écrivains, des peintres, des voyageurs, des explorateurs et des conquérants. Depuis Ibn Khaldoun, qui en a parlé le premier dans l'histoire des Berbères, donc dans sa fameuse, une partie de sa fameuse Muqaddimah, donc dans cette histoire des Berbères, jusqu'à aujourd'hui où des gens qui ont connu la Gouate ou qui ont vécu à la Gouate parlent d'elle. Tous ceux et toutes celles qui ont écrit sur cette ville, j'en parle. Par exemple, Aïlila Aslaoui, par exemple, Emel Mahdi, par exemple, notre confrère journaliste Arzki Matraf. Et il y en a plein d'autres. Il y a à peu près une trentaine d'écrivains, de poètes et d'historiens qui ont parlé de la Gouate. Et j'ai rassemblé leurs textes dans leur quasi-totalité. Ils figurent dans ce beau livre. Et ils sont tous illustrés par des tableaux de peinture et par des photographies, de grands tableaux de peinture. Par exemple, le premier peintre qui a découvert la Gouate, ça a été Fromentin. Eugène Fromentin, qui est venu 6 mois après la prise de la ville de la Gouate, qui a été, c'est un génocide, qui a été démoli complètement. Et ce que vous voyez ici, c'est... Et voilà, de retour sur le plateau et Samira Hadjamar est déjà parmi nous. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Samira? Très bien. Froidement. Trop. Il neige pas à Alger, mais le froid est glacial. Mais marhaba, le froid. Oui. Non, marhaba bla pluie. Marhaba bla pluie, marhaba bla neige. Pour les agriculteurs. De toute façon, ça va de soi. Oui. Le froid, la neige. Le froid, la neige, c'est la saison, c'est l'hiver. C'est la saison, et nous, on est ravis parce que c'est aussi une saison de tourisme. C'est aussi une saison de tourisme. Il n'y a pas que les montagnes, Tikshta, toutes les Shreha et tout. Il y a aussi le tourisme saharien. Il y a aussi le tourisme saharien, mais c'est féerique parce que même le sud a été touché par la neige. Ils ont connu la Béchar, grâce à l'institutrice qui a fait... Le buzz, elle a montré, c'est incroyable. Enfin, c'est pas la première fois non plus. C'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. Mais ça reste toujours impressionnant de voir la neige, mêlée aux dunes. Oui, ça va faire beaucoup d'eau.
C'est ce qu'on espère. Oui, c'est ce qu'on espère. En tout cas, alors Samira, aujourd'hui, tu vas nous emmener à 400 km d'Alger. Entre le nord et le sud, finalement. Tu vas nous emmener du côté des hauts plateaux. Des hauts plateaux, la porte du désert. La porte du désert. Une oasis rayonnante. Exceptionnelle. Un mélange de culture, de lumière, de paix, de silence, je ne sais pas comment dire. Elle est sublime. Oui, d'histoire, de préhistoire même. Donc on va à l'Arwat. L'Arwat qu'on appelle, qui s'appelait Agwat. Ou Ruta, pardon, qui, enfin, au sens, voudrait dire soit montagne, soit jardin. Et c'est ce qu'on reconnaît quand on arrive à Al-Arwat. C'est que c'est une ville, une cité, on va dire plutôt une cité, qui est entourée de monts, de montagnes et de jardins, les palmeraies, donc les dattiers, je veux dire. Voilà. Donc, c'est à 750 mètres d'altitude. C'est une ville très intéressante. C'est une ville qui devrait attirer toutes les attentions. Oui. C'est une ville qui a un potentiel infini de culture, de sites, de monuments, de vestiges. Nous avons déjà quelques photos qui défilent, oui, on voit les photos défiler. Alors, elle a six daïras. Les daïras, c'est Aflou, Brida, Ain el-Madi, Qsar el-Hiran et Hasirmel et l'Arwat. L'Arwat qui est le chef-lieu. Voilà. Il y a à peu près, il y a plus d'une quarantaine de stations de gravure rupestre. Oui, rupestre du néolithique, ça va venir, c'est l'émotion, c'est voilà, je veux y aller. Voilà, c'est une ville qui a énormément d'Aqsar, c'est une ville qui a déjà le quartier, le cœur. Comment on reconnaît le cœur de l'Arwat? C'est la rue des eux, ils appellent ça le Skag. Sinon, c'est la rue del Hajjaj. Voilà. On va dire que c'est le vieux quartier, le vieux L'Arwat. C'est là-bas, on y trouve des maisons. C'est ce que nous sommes en train de voir, Samira? Oui, oui. C'est un monument, ça. Oui. Donc, j'ai même ramené une photo du clan national de l'Arwat, qui est Turtura, mais c'est Turtura qui met je ne sais pas si elle peut la faire passer. Moi, j'étais très impressionnée. Et ça doit être super bon. Certainement, on le pratique ailleurs. Là, ce qu'on voit, ce qu'on va voir plutôt, c'est le musée de l'Arwat. Il est situé en plein centre-ville. Oui. Et ils ont un plat donc national c'est Charchoura, mis à part le coup. Non, ça s'appelle Charchoura, d'accord. Donc, comme Charchoura, parce que l'appellation, elle est presque pareille. C'est des poivrons. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est Tchouka. Non, il s'appelle ça Charchoura. D'accord. C'est H-A-K. C'est un mélange de poivrons et d'œufs. C'est appétissant. On peut le prendre au petit déjeuner. Les Turcs, ils prennent ça au petit déjeuner le matin. C'est ce que je fais aussi. Chez croissant. Bon, c'est ce que je fais aussi de temps en temps. C'est très bon. Mais je ne savais pas que c'était c'est le plat de... Mis à part le couscous. Le couscous, c'est le plat national. Maintenant, c'est le plat mondial. Oui, c'est le plat mondial maintenant, effectivement. Ils ont en Turtura. Alors, les gens de l'Arwat ont une longue histoire déjà avant. Ibn Khaldun le cite. Il semblerait que elle existait donc déjà au XIIIe siècle. Oui. C'est une cité qui, on dit, a été fondée par son saint patron qui est Hadj Issa. Il y a justement c'est le saint patron de la ville, donc, et fondateur de l'Arwat, qui est Sidi Hadj Issa. Il y a même son mausolée. Là, ce qu'on va voir, c'est la Zawiya des Tidjani. Elle est, alors c'est une Zawiya qui a rayonné, qui a beaucoup rayonné, qui a été, comme pour l'Arwat, un point de passage de beaucoup de personnalités, de savants, d'érudits venant de tous les pays, on va dire, d'Afrique, de Tunisie, de partout. On venait de partout pour étudier à la Tidjaniya. Il y a aussi beaucoup de palais, dans le palais de Lala Yamina, le Kourdan. Je sais, le Kourdan pour Kourdam, peut-être, je ne sais pas. Il y a la maison donc du marabout Hadj Issa. Il y a une maison qui est fabuleuse, celle des Boudrennes qui a appartenu au Ben Salem. Elle est, dit-on, moi je ne l'ai jamais vue, identique au palais Aziza, à la Casbah. Donc c'est un style mauresque. Tous les styles se retrouvent. On est dans le désert, on est aux portes, on va dire. Aux portes du désert. C'est pas vraiment le désert, oui. Oui, mais... Entre les deux. C'est pas Alger, mais cache. Non, c'est la Méditerranée, l'Arwat, c'est Sahara, quoi. Oui. Oui, donc
C'est ce qu'on voit. C'est le palais, ça évoque réellement les palais, oui, les palais de la Casbah. On va dire, elle est presque identique à celle du palais de la Casbah, enfin d'Alger, la Casbah d'Alger. Donc tu vois, il y a tous les mélanges de styles. On a des gens comme El Mili qui sont passés là-bas, on a des beys. Il y a aussi un endroit très intéressant qui est à découvrir à Al-Rouad, c'est c'est Mahadna. Mahadna, c'est dans à Tilimsen. J'ai presque envie de dire Tilimsen, mais c'est pas Tilimsen, c'est Tilimsen, ZEN à la fin. C'est un cratère qui, selon des études scientifiques, tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Maintenant que tu en parles, oui. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant, le cratère, effectivement. Et on vient de partout. On vient de tous les pays du monde pour le visiter. Le cratère, l'Algérie, on a plusieurs. Et celui-là en particulier, il est très beau. Il semblerait, d'après des études scientifiques, qu'il remonterait, donc il est daté de 3 millions d'années. Donc tu imagines 3 millions d'années. Et d'ailleurs, il y a une classification des... Je ne sais pas pourquoi on les qualifie ainsi, mais il y a une classification des 7, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, des 7 plus beaux cratères dans le monde. Oui, exactement. Alors, et je pense que c'est celui-là qui a été classé parmi les 7. Celui de droite, à l'image. Oui. Sinon, celui de gauche, c'est celui de Arak. Aussi dans le désert. Plutôt dans le désert. Voilà, donc, et oui, classé, bien sûr. Oui. 3 millions d'années d'histoire, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui n'a pas été étudié à fond, comme beaucoup d'autres choses, et qui mériterait toute l'attention. Oui. C'est on va dire, un pôle d'attraction touristique à fort potentiel. En fait, toute la wilaya, tout ce qu'il y a autour. Parce qu'autour de l'Arwad, il y a quoi? Il y a Ghardaya, il y a Djelfa, et toutes ces wilayas ont un passé historique commun avec... avec le Rouad et avec toutes les régions autour. Voilà. Donc le Rouad, c'est un lieu touristique à visiter en urgence. Et parce que le tourisme, de toute façon, fait revivre ces sites et permet aussi la conservation, la protection et surtout l'inscription, même si ça a été tout ce que j'ai cité, donc les palais, les 43 stations de gravure rupestre, tout ça a été inventorié. Voilà, par le ministère de la Culture. Il reste à les classer, et c'était prévu. Donc il y a des enveloppes qui ont été donc dégagées au début de l'année 2020, et on espère que... Alors ce qu'on voit peut-être, je ne sais pas, si je vois bien, si c'est un éléphant... C'est ça. C'est un éléphant. L'éléphant, tu sais qu'il a été repris, il est tellement beau, il est tellement symbolique et significatif et plein d'émotions que l'UNICEF l'a utilisé dans l'une de ses campagnes donc pour la sensibilisation pour les enfants. Donc il y a plein de choses, plein de choses à découvrir à Al-Rouad. Voilà, il y a l'artisanat, bien sûr. Il y a... Voilà, on le voit mieux sur cette photo. Voilà, on le voit mieux. Je pense qu'il a été repris. Oui, je pense que c'est celui-là plutôt. Je vois pas très bien. Voilà. C'est l'éléphant, ça représente l'éléphant, mais je pense que ça a été une photo qui a été un petit peu retouchée pour mettre en valeur la gravure, parce que c'est vrai qu'avec les... Voilà. Et d'autres stations aussi. Donc, alors Rouad, c'est pas très loin, c'est juste 400 km d'Alger. On peut y aller par train à partir de Hassi Rmel. On peut y aller aussi par Djelfa. On peut y aller par avion, on peut y aller par bus, on peut aller par tous les moyens de transport possibles pour découvrir cette ville qui a été un haut lieu de rayonnement culturel et historique. Et c'est la période d'ailleurs de visite pour visiter la ville. Bon, c'est vrai qu'il fait très froid, parce que j'ai demandé ce matin à Mina Habed, donc il fait en ce moment environ entre 3 et 5 degrés dans la région de l'Rouad. D'accord. Il fait un petit peu froid en ce moment, c'est vrai que c'est la nuit ou la journée matin. Déjà. En plein jour. Mais c'est un froid différent peut-être du nord, puisqu'il n'y a pas autant le taux d'humidité. Il n'y a pas de taux d'humidité, effectivement. Et peut-être que la nuit est plus froide, mais ça vaut le détour. Cela dit, au vu des palmeraies et tout, ça vaut la peine d'y aller même en été. Le sud, c'est pas que en hiver, contrairement à ce qu'on croit. Même Tamalès,
par exemple, en août il pleut, c'est très agréable d'y aller. Donc l'Orwat, c'est pareil, c'est l'une des, on va dire, l'une des plus belles destinations pour l'hiver. Pour les vacances d'hiver. Vraiment, à partir de l'automne jusqu'au printemps, c'est vraiment une période propice pour visiter généralement les villes des hauts plateaux, Djelfa, l'Arwat, le Bayet, pourquoi pas, Naama. Naama. Et l'Arwat, beaucoup l'Arwat pour son histoire, et elle a été peinte par beaucoup de peintres, dans Eugène Fromentin. Elle est partout, elle est dans toute l'histoire de l'Algérie. Elle se mêle à toutes les, on va dire, les grands événements historiques de l'Algérie. Son histoire est, j'ai envie de dire, millénaire et plusieurs fois millénaire sur un des gravures rupestres. Voilà, exactement. Et donc il y a même des ruines romaines autour. Enfin voilà, tout. Il y a un cratère. On peut en faire. En fait, il y a plusieurs haltes que l'on pourrait faire. Voilà. Il faut rester un peu plus longtemps. À Al-Rouat, oui. Oui. Un peu plus longtemps, j'ai envie de dire, pas pour un week-end, pour pouvoir voir toutes ces stations. Mais même pour un week-end. Déjà que les 43 stations de gravure rupestre à elles seules. Oui. Nécessiterait plus de temps. Voilà. C'est une très belle destination. Et ces monuments et sites, il y a ces mosquées aussi qui sont très anciennes. Donc, tu vois, elle a été prise très tard par rapport à 1830. L'Arwat, lorsque la colonisation française a commencé à Alger en 1830, elle a été. Ils ont réussi à y pénétrer après un grand massacre en 1852. Donc, l'Arwat a beaucoup souffert au départ, donc en 1852, de l'intrusion de la colonisation française. Voilà. Donc, même par rapport à ça, il y a une histoire, il y a des choses à faire. Il y a un seul livre qui a été fait sur l'Arwat, celui de Zahri Leptar. Ça mérite, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage de Sofia Chouban, qui raconte, lui-même est originaire de là-bas et il parle très bien. Lui-même est poète et il y a eu énormément de poètes qui ont écrit sur cette ville. Voilà, j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Reste à découvrir la ville. On ne dira jamais assez. On ne dira jamais assez. Jamais assez. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour ce bon plan, Samira. Merci de nous, au moins de nous donner quelques bons plans, on va dire, des stations qu'on pourra cibler. C'est pour une bonne répartition du tourisme. Voilà. Pas que Shari'at, oui, il n'y a pas que Shari'at. Au fait, c'est selon ce que les saisons nous offrent comme destination. Exactement. Surtout. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Samira, on se retrouve samedi prochain pour une autre escale. Inch'Allah. N'est-ce pas? Pour notre point histoire, patrimoine. Plutôt patrimoine. Voilà, plutôt patrimoine. Histoire, c'est Hassan Arab. Voilà, histoire, c'est Hassan. D'ailleurs, il était avec nous tout à l'heure il le fait très bien. Voilà, déjà pour marquer cet événement. Et justement, en ce moment, au niveau du forum du Moudjahed, il y a une conférence, un événement qui est en train de s'organiser maintenant, donc à l'instant, au niveau du forum de Moudjahed, qui revient justement sur ce qui est intéressant, non seulement la grève des 8 jours, donc toute l'organisation, l'impact de la grève des 8 jours, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, mais un autre volet très très important sur les martyrs disparus de cette période qui a duré 8 jours en ce moment même, donc au niveau du forum du Moudjahed, si vous êtes de passage au forum du Moudjahed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Samira. Samira, on se retrouve après. Oui. Plutôt samedi prochain. Inch'Allah, avec grand plaisir. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Samira. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Demain, à partir de 8h, c'est Radia Boulmahani qui sera en votre compagnie. Pour ma part, je vous retrouverai à partir de jeudi prochain, Inch'Allah. Et on se quitte avec cette belle musique du Chan. Et à très bientôt. Au revoir.